Mesdames et messieurs, bienvenue dans Passerelle. Derrière moi, l'ensemble Château Collégial. Image carte postale de Neuchâtel, signe de prestige également pour la ville. Aujourd'hui, la collégiale est entourée d'échafaudages qui auraient pu en fâcher plus d'un en ces temps de festivités du millénaire. Et pourtant, cet amas métallique, de poutres et de passerelles, est devenu l'occasion de redécouvrir la collégiale pour les archéologues, historiens et visiteurs sous un angle nouveau le long de ses murs extérieurs. Des échafaudages comme papier cadeau, voilà l'emballage qui entoure la collégiale en plein millénaire de Neuchâtel. Un amas de poutres et de passerelles pour accueillir architectes, archéologues et restaurateurs qui partagent une même impression, celle de vivre un moment historique 150 ans après la dernière restauration. Lorsque nous avons pris conscience que les travaux de restauration ne seraient pas terminés en 2011 pour les festivités du millénaire, s'est posé la question de savoir si nous allions maintenir ou pas les échafaudages sur le bâtiment. Et après une grande réflexion, je dirais, on a décidé de faire de cet inconvénient pour la vue du bâtiment, nous avons décidé d'en faire un avantage, c'est-à-dire d'offrir à la population, au public, la possibilité de voir le bâtiment d'une manière différente. J'ai vu aujourd'hui qu'il y avait plein de petites têtes partout, qu'elles ont souvent des têtes d'animaux. Puis surtout ce que j'ai retenu, c'est qu'il y en a un qui a une tête humaine, et puis c'est Mathieu. Ça m'arrange parce que je m'appelle Mathieu. Alors voilà, c'est celui qui a la tête humaine. Les autres, c'est des taureaux, des lions, tout un bestiaire. Puis des fois, ça représente les forces du mal qui nous environnent. Moi j'ai fait de l'histoire de l'art, donc il y avait beaucoup de choses que je connaissais un petit peu. C'était plus de la découverte pour moi, mais Voilà. c'est vrai que c'était intéressant. C'était surtout histoire de voir plus en détail ce qu'on ne peut pas voir d'habituel, comme on est au sol. C'est vrai que voir ces statues à 30 mètres du sol, on les voit pas forcément depuis en bas. Et puis c'est assez rigolo de voir toutes les petites marques lapidaires aussi. Comme ça on voit tous ces sculpteurs qui ont mis à chaque fois leurs petites marques pour dire je vais te payer aujourd'hui, j'ai fait 4 pierres, je suis super content. Alors c'est une chance énorme parce que ça se produit environ tous les 150 ans, des restaurations de ce type-là. La prochaine, j'y serai pas, donc on essaye de faire un maximum, et en particulier de répondre à des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre avant, comme qui ont trait à des choses beaucoup plus larges que le seul bâtiment. L'organisation d'un chantier de la fin du XIIe siècle, c'est quelque chose qui est extrêmement mal connu, et la collégiale, là, est susceptible d'y répondre. Alors vous voyez ici, on voit très bien une évolution d'un chantier à l'autre, avec un premier chantier qui utilise des marques de tâcherons très claires pour organiser le chantier. Et puis, par la suite, ces marques disparaissent, ce qui signale très clairement le passage à une autre organisation de chantier. Voilà, ce qui est passionnant, en tout cas extrêmement touchant sur un bâtiment comme celui-là, grâce à la pierre jaune, qui est une excellente pierre, c'est qu'on a gardé l'ensemble des traces de taille. Non seulement les marques de tâcherons que vous avez là, mais en plus, vous voyez tous les coups donnés par l'ouvrier pour tailler cette pierre. Et on a les millions de coups donnés par des dizaines d'ouvriers pour monter ensuite ces pierres et pour construire ce gigantesque bâtiment. Donc on passe vraiment là de l'architecture à la main humaine, ce qui est un côté particulièrement touchant à mon sens. On y voit aussi un troisième chantier tout en haut, chantier beaucoup plus récent, caractérisé par des marques de taille, elles, complètement différentes. Donc avec ça, on arrive déjà à déterminer 3 époques importantes de construction du bâtiment. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué grâce à ces échafaudages? Alors je crois que c'est de pouvoir approcher d'aussi près les sculptures. Depuis le sol, on voit des masques du XIIe siècle, mais de près, quand on voit la qualité des détails, c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Puis se dire qu'il faudra probablement de nouveau attendre 130 ou 150 ans pour avoir le même type d'accès, ça fait quelque chose quand même. Collégiale, objet de travail, mine d'or pour les archéologues et historiens. Tous ces petits modillons et statuettes avaient ainsi un sens et une fonction pour les croyants du Moyen-Âge. Représenter les peurs et les péchés humains, séparer l'intérieur sacré de l'Église et l'extérieur, rempli de monstruosités, ou encore évoquer la résurrection. Comment on doit interpréter ces environ 100 modillons? Ces modillons qui sont décorés avec des têtes, soit humaines, soit d'animaux, un bestiaire, une image, un miroir quasiment du monde, avec tous ces rêves, tous ces peurs, toute la psychologie humaine. Par exemple, derrière moi, c'est
Ici, voilà, de côté, il y a un lion. Et le lion peut être un symbole pour la force, peut être un symbole positif, peut être un symbole pour la résurrection. Ça, je n'ai pas dit aux visiteurs parce que j'ai oublié. Un symbole pour la résurrection parce que la lionne va mettre au monde des bébés morts. Et le lion va aspirer, après 3 jours, le petit, selon les mythes du Moyen-Âge, et ça va reprendre la vie. Modillon d'époque romane, gargouille du 19e siècle, sans oublier la pierre jaune d'Autrive, la collégiale est un véritable symbole pour beaucoup de Neuchâtelois. Les élus politiques de la ville l'ont bien compris. En juin 2008, ils accordent un crédit de plus de 8 millions de francs pour la première étape de restauration extérieure qui débute en 2009. L'ensemble des travaux devrait avoisiner au final les 30 millions de francs et se terminer en 2020 avec la rénovation intérieure du bâtiment et les aménagements extérieurs. La collégiale est un monument parmi les plus prestigieux du patrimoine culturel et historique neuchâtelois. Il est reconnu d'intérêt national par la Confédération. Plus de 8 millions, dont la moitié pris en charge par la ville, un quart par le canton, un quart par la Confédération. C'est notre responsabilité de prendre soin de ce patrimoine et de pouvoir le léguer aussi aux générations futures. C'est un témoin de notre histoire collective. Cette collégiale, je dirais, représente beaucoup de choses. C'est déjà beaucoup d'expériences plus jeunes. Lorsqu'avec des amis, on montait au château, passait des soirées. On n'avait pas beaucoup d'argent et on s'amusait finalement sans avoir beaucoup d'argent en poche. Ça représente une dimension de la ville, je dirais, qui remonte un petit peu dans le lointain passé, une dimension un peu romantique, un peu mythique finalement de cette ville. Et ça nous fait aussi penser que il y a très longtemps, il y a eu une audace, un grand défi de réaliser de grandes choses. Et c'est une source d'inspiration aussi à réaliser de grandes choses aujourd'hui et à ne pas se laisser limiter, je dirais, par les difficultés. À titre personnel, je vois en lien avec cette collégiale une spiritualité ouverte à l'image de cette ville, ouverte sur le monde, empreinte de liberté, de tolérance. Une spiritualité du XXIe siècle fondée vraiment sur cette notion de citoyenneté du monde. Tous ces échafaudages, ça vous fait quoi? Alors, ça ne me fait pas très plaisir. J'aime beaucoup mieux l'avoir sans ces échafaudages. Par contre, c'est nécessaire et je suis reconnaissante à la ville de prendre soin de ce bâtiment. Alors, la collégiale représente pour moi d'abord un lieu de culte. Elle représente aussi un lieu ouvert où les gens peuvent venir, visiter, mais aussi prendre du temps dans le silence pour se placer devant Dieu. Justement, vous dites dans le silence, mais cette collégiale, elle a aussi une dimension politique, symbolique pour toute la ville. Est-ce qu'on y trouve vraiment la paix dans cette collégiale? La collégiale est un lieu assez simple, avec des lignes assez simples, un lieu assez sombre, l'éclairage est très discret, la voûte est étoilée, ce qui nous amène à rêver. Et puis, on a un livre d'or où on nous écrit souvent que c'est un lieu magique, un lieu qui procure un sentiment de paix. L'association pour la collégiale a été créée en partie pour représenter les utilisateurs dans la commission de construction parce qu'évidemment ces travaux, ça crée en fait plein de problèmes si on veut d'organisation des activités sur la colline de la collégiale. Donc évidemment, quand la restauration attaquera l'intérieur, ça créera plein de problèmes pour savoir qui fait le culte, où, comment, est-ce qu'on aura encore la place. Là, on est à l'extérieur et peut-être ce qui nous touche le plus pour l'organisation de nos activités, c'est que le cloître n'est plus accessible. Ce n'est pas un drame en soi, puisqu'on va le retrouver encore plus beau qu'avant. Mais c'est vrai que des soirées musicales dans le cloître, on ne peut actuellement pas en faire. Alors c'est vrai que la restauration va coûter énormément d'argent. La première phase pour l'extérieur coûte déjà plus de 8 millions de francs. Mais bien sûr, c'est une église, mais je crois que c'est un symbole pour tous les Neuchâtelois, particulièrement peut-être pour les Neuchâtelois de la ville. La collégiale avec ses 2 flèches, c'est un symbole de la ville de Neuchâtel. C'est sa silhouette si on veut. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très belle quand même. Si on la regarde, peut-être qu'avec les échafaudages, ça se voit moins, mais encore c'est intéressant.
mais elle est très belle, elle est agréable pour les concerts, pour les cultes, c'est un lieu de rencontre chaleureux, toutes sortes de raisons qui font qu'on l'aime, et comme médiéviste, évidemment c'est un magnifique monument qui nous vient du Moyen-Âge. Rien que d'être dans le cloître, s'il n'était pas en restauration avec des échafaudages derrière moi, c'est un lieu vraiment dans lequel on peut très bien se ressourcer, de même que l'intérieur de la collégiale encore actuellement. La construction de la collégiale débute vers 1190 par l'édification en style roman du chœur et du chevet. La suite de l'édifice est érigée en style gothique cette fois, entre 1200 et 1453. Puis une touche finale néo-gothique est enfin donnée en 1870 par l'architecte Léo Châtelain avec l'ajout de flèches et de gargouilles au sommet des tours. Alors, le chantier de la collégiale commence vers 1190, à la fin du XIIe siècle, un moment justement où les comtes de Neuchâtel sont en train de fonder une capitale. C'est un projet d'église romane, inspiré de style, disons, germanique, rhénan. Et il commence à une vitesse extrêmement rapide qui dénote des moyens très importants. Ce chantier s'arrête brusquement à la fin du XIIe siècle sans qu'on sache exactement pourquoi, puis recommence au début du XIIIe dans un style complètement différent, d'inspiration gothique, bourguignonne, plus particulièrement la cathédrale de Lausanne. Et il va beaucoup plus lentement puisque l'église ne sera terminée qu'en 1275, qui est la date de sa consécration. Alors comme tous les bâtiments anciens, la collégiale n'est en réalité jamais vraiment terminée, elle évolue en permanence jusqu'à nos jours en réalité, avec de grandes étapes, construction de la tour sud au XIIIe, XIVe siècle, construction de chapelles extérieures, le grand incendie de 1450 qui va provoquer toutes sortes de réparations et de travaux nouveaux, en particulier sur le cloître. Et puis finalement, la dernière grosse évolution est très récente, c'est dans les années 1860-70, les travaux de Léo Châtelain qui vont donner à la collégiale sa silhouette actuelle, qui est alors complètement différente. Parmi les éléments les plus marquants de la restauration de la fin du XIXe de la collégiale, il y a la construction de la tour nord et la reconstruction d'une bonne partie de la tour sud, les 2 étages du bas et la nouvelle flèche. Et avec ces éléments constructifs, beaucoup d'éléments décoratifs, parmi lesquels les gargouilles, qui sont dans un parfait goût du XIXe siècle, la façon dont le XIXe siècle percevait le Moyen-Âge. On peut se demander pourquoi une telle restauration au XIXe siècle, alors que l'élément déclencheur en 1859 était juste la chute du coq touché par la foudre. Alors le contexte est favorable, des restaurations de ce type-là se font ailleurs en Europe, en général dans les plus grandes villes que Neuchâtel, mais les Neuchâtelois n'aiment pas beaucoup la forme de leur tour et toutes les réparations qui se sont succédées, qui donnent une impression un peu patchwork. La bourgeoisie de Neuchâtel, qui a besoin de marquer encore son existence, dispose aussi de moyens financiers hérités de David de Pury. Alors à l'image des 2 flèches de la collégiale qu'on a derrière nous, c'est une façon de montrer le prestige et la grandeur de Neuchâtel. La collégiale mélange ainsi les styles architecturaux et les motivations à la base de son édification. Asseoir une capitale au XIIe siècle, avec le château et l'église côte à côte pour les comtes de Neuchâtel, ou encore affirmer sa présence au XIXe pour la bourgeoisie. De même, la diversité des matériaux utilisés interpelle, à l'image des tuiles multicolores dites bourguignonnes. Alors depuis ici, on a l'avantage de pouvoir voir, de remarquer, de lire sur le bâtiment différentes étapes de son histoire. On trouve en particulier sur la partie haute ici, différents matériaux. On remarque qu'on a des blocs jaunes et des blocs blancs qui distinguent différentes étapes de construction. On y voit aussi très clairement la couleur rouge compris une bonne partie des murs. C'est la couleur rouge, la rubéfaction issue de l'incendie des toitures en 1450. Voilà des traces historiques tout à fait visibles. Plus évidemment encore, on voit une toiture très particulière qui est très caractéristique aujourd'hui de la collégiale, faite de tuiles vernissées. Or, cette caractéristique très forte n'est en rien médiévale, c'est une invention de 1870, mais aujourd'hui, évidemment, ça fait partie de l'image du bâtiment. En dessous, on voit encore d'autres éléments intéressants. On retrouve nos pierres blanches qui caractérisent une phase de construction, mais on y voit surtout
la peinture jaune qui a couvert sous l'Ancien Régime l'ensemble du bâtiment. Et on oublie souvent aujourd'hui que la collégiale était ocre, était peinte, alors qu'aujourd'hui on s'attendrait à avoir une pierre nue sur l'ensemble du bâtiment. Nous nous trouvons ici devant la copie d'une inscription qui fait tout le tour de la collégiale. C'est la copie d'une inscription qui avait été posée en 1428 et qui marquait la fin de la construction de la collégiale et la dédicace à la Vierge Marie. Alors c'est un élément étonnant de la restauration du XIXe siècle puisqu'elle a été démontée et remplacée par une copie. Alors, chose étonnante et plaisir pour l'historienne, on a retrouvé une lettre de M. Depierre qui possédait la maison de Trois-Raux et qui a demandé à racheter les débris de la collégiale. Et il les a mis dans sa petite tour, un pavillon de plaisance qui a été construit dans un goût médiéval près de Boudry. Comment? Un bout de la collégiale dans les dits caveaux de vin de Boudry? Impossible. Et pourtant oui, le travail des historiens et archéologues le confirme, même si les inscriptions sont aujourd'hui en grande partie recouvertes par du crépi. Mais revenons à la collégiale. Pour permettre à ce patrimoine et symbole pour les Neuchâtelois d'exister, plusieurs professions gravitent autour du bâtiment, à l'image des tailleurs de pierre. À suivre dans notre prochain rendez-vous le 29 septembre pour découvrir les métiers de la restauration. Le conseiller d'État fribourgeois Pascal Corminboeuf donnera une conférence le jeudi 22 septembre prochain dans le cadre des conférences de la basilique Notre-Dame de Neuchâtel. Le thème, l'action politique à la lumière des béatitudes ou comment les convictions religieuses influencent-elles les choix politiques. Début de la conférence à 20h sur les bancs de la basilique.